Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM. Le mémorial du génocide des Arméniens d'Yves Ternon et de Harutun Raymond Kevorkian est paru au Seuil pour nous présenter ou représenter l'histoire du génocide à travers des faits et documents, non pas pour prouver ce qui n'a plus besoin de l'être, mais pour expliquer le pourquoi et décrire le comment du génocide. Un livre important cette année centenaire qui verra naître d'importantes initiatives relatant l'histoire d'un génocide que l'auteur, l'État turc, se garde de reconnaître. Pire, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, vient d'annoncer pendant une réunion avec ses ambassadeurs à Ankara que le ministère des Affaires étrangères et toutes les instances gouvernementales concernées de son pays vont faire face à l'action arménienne de commémoration et surtout de revendication tout au long de l'année 2015. Dans ce climat désespérant pour la Turquie, nous reviendrons sur l'histoire des premières années du XXe siècle, car avant de parler des années 1915 à 1923, nous plongerons d'abord dans les racines du projet d'extermination des Arméniens. Nos invités ce matin, Yves Ternon et Raymond Kevorkian, bonjour. Je dois dire que ce livre est préfacé par Gérard Chalian, et nous commencerons par le pourquoi c'est pas facile à déterminer, car il y a une multitude de raisons évoquées. Pourquoi les Turcs, les jeunes Turcs, mais avant le sultan déjà, voulaient exterminer les Arméniens. Il y a plusieurs hypothèses, en tout cas il y a plusieurs aspects qu'on peut mettre en avant. Les relations internationales de la Turquie avec l'Europe qui exigeaient telle ou telle réforme dans les provinces arméniennes et au-delà, mais également ces Arméniens qui commençaient depuis quelques années à faire du bruit, parce qu'avant c'était un troupeau bien tranquille qu'on pouvait maîtriser, mais depuis les années 1880, il y a quelque chose qui bouge chez les Arméniens, c'est les révolutionnaires, et c'est volonté d'apporter plus de justice aux Arméniens, mais pour les Turcs, c'est peut-être le début d'un projet d'indépendance. Alors, plongeons, Yves Ternon, dans les racines de ce plan d'extermination avant de parler de la décision d'exterminer les Arméniens. Je crois qu'il faut d'abord distinguer deux périodes complètement différentes sur le plan de l'intention criminelle, la période hamidienne et la révolution jeune turque après. Il faut remonter effectivement, comme vous le disiez, au milieu du XIXe siècle, et même peut-être avant, au moment où se situent deux groupes d'événements différents. D'abord, la volonté de la Russie d'intervenir dans les affaires ottomanes, et d'intervenir par le biais d'un droit d'intervention qui existe depuis 1774. D'autre part, les mouvements d'indépendance des Balkans, qui, eux, créent des précédents, puisqu'il va y avoir un processus de désintégration progressive de l'Empire ottoman, avec les indépendances successives de la Serbie, de la Grèce, de la Valachie et de la Moldavie qui vont former plus tard la Roumanie. Les Bulgares commencent aussi à se soulever. On sait les massacres de Bulgares de 1876. Donc une effervescence à l'intérieur des Balkans, associée aussi à la perte progressive, presque totale, des possessions africaines de l'Empire. Donc un empire qui est en plein déclin. Et l'événement le plus important, évidemment, qui va présenter une rupture à cette période, c'est le traité de Berlin de 1878, avec l'arrivée d'ailleurs de l'Allemagne comme intermédiaire des discussions, et qui va
prononcer cet article 61. Alors, il faut voir qu'il y a quand même un élément dans cet article 61 du traité de Berlin, c'est que l'Empire ottoman reçoit un nombre considérable de musulmans émigrés justement soit de Russie à cause des persécutions à l'encontre des musulmans du gouvernement tsariste, soit justement aussi des Balkans. Donc toutes ces migrations vont amener des confrontations entre les populations locales et le sultan, ne voulant pas appliquer l'article 61, va monter les Kurdes en leur offrant en quelque sorte un droit de pillage sur des populations, sur des groupes, des tribus nomades avec le régime hamidier, et également une tentative de réinstaller des Arméniens, des Circassiens dans les régions occupées par les Moadjirs, dans les régions occupées par les Arméniens. Donc une situation qui va se dégrader d'autant plus qu'il y a une incurie administrative qui s'est développée avec la décadence de l'Empire ottoman, le fait que les fonctionnaires locaux oppriment de plus en plus les populations, un refus de réforme qui va amener donc la naissance du mouvement révolutionnaire arménien avec ces deux grands moments, c'est-à-dire 1887, la formation du parti Enchak, 1890, la formation du parti Dashnak. Ce qui est d'ailleurs vraiment souhaité par Abdulhamid, puisque ça lui donne une raison. Donc à partir de ce moment-là, ce qui était déjà en gestation, le fait que les Arméniens ne soient plus cette nation fidèle pour le sultan, va véritablement donner une raison d'agir à Abdulhamid pour pouvoir opprimer les Arméniens et les réduire, en tout cas les punir pour leur mouvement, et ils deviennent donc des révolutionnaires. Alors justement, Raymond Kevorkian, ces massacres des années 1894-95 par le sultan Abdulhamid, est-ce que c'était vraiment on peut dire aujourd'hui le test pour voir quelle sera la réaction des puissances occidentales, et à partir de là, une leçon aussi pour les jeunes Turcs pour dire que finalement, on n'a rien perdu, on a gagné, on a montré aux autres ne pas intervenir dans les affaires internes de la Turquie, parce que ça les agace aujourd'hui encore. Oui, je voudrais quand même souligner un point. On a eu tendance pendant très longtemps dans l'historiographie à voir tout à travers le prisme des relations internationales. Or, le dossier arménien est avant tout un dossier interne. C'est une affaire spécifique propre à l'Empire ottoman. Bon, je vais d'abord donner un chiffre qui va nous permettre déjà de prendre la mesure de l'effet de la politique d'Abdulhamid. Il y a plus de 3 millions d'Arméniens dans l'Empire ottoman dans les années 1880. À la veille de la Première Guerre, ce chiffre est tombé à peine 2 millions. Donc il y a eu 1 million de déficit, sans parler de la démographie qui aurait pu naturellement. Alors, c'est pas seulement les massacres, bien entendu, c'est toute une politique d'accompagnement qui va avec. C'est quoi ? On massacre des populations, surtout les hommes adultes, c'est-à-dire que on coupe les forces vives qui travaillent. Ensuite, on confisque les outils de travail, le bétail, les instruments aratoires, on pille les magasins, et jusqu'en 1901, presque tous les ans, il y a des famines successives, une fois dans la plaine de Mouche, une fois à Van. Il a fallu pratiquement une dizaine d'années à ce monde arménien pour un petit peu se réorganiser à la suite de ces massacres. Alors pourquoi ces massacres ? Historien. Si vous permettez, juste sur le chiffre de 2 millions avant la Première Guerre mondiale, dans les cahiers, on va dire, ou les livres du patriarcat arménien de Constantinople, on parle de 2 100 000 Arméniens inscrits. Et on dit qu'il y en a plein qui ne s'inscrivaient pas parce que à cette époque, il y avait les gens qui voulaient aller à l'armée, donc les parents ne mettaient pas tous leurs enfants. Est-ce qu'on ne peut pas penser que les Arméniens étaient un peu plus nombreux que 2 100 000 si ce chiffre est exact? Oui.
Écoutez, précisément, j'ai édité il y a une vingtaine d'années les statistiques très précises du patriarcat, un recensement qui a été fait village par village. C'est ce qui permet véritablement de mesurer. Et on arrive à peine à 2 millions. Et c'est tout. Je sais pas d'où vous sortez vos chiffres là, mais moi c'est les archives du patriarcat sur lesquelles je me suis basé pour donner ces chiffres. Pour donner une indication, les recensements officiels ottomans, qui sont évidemment approximatifs et en partie politisés, donc on minorise les chiffres, parle de 1,3 million, 1,350,000, quelque chose comme ça. C'est une autre manière de montrer qu'il y a eu moins de victimes pendant le génocide. C'est des techniques classiques de négationnistes. Mais je reviens à notre sujet. Abdulhamid, à la différence des jeunes Turcs, n'a pas envisagé une extermination systématique. Ça, c'est le point capital. Par contre, il a mis en place un outil de répression et d'élimination progressive, de transformation socio-économique dans la région. Et le problème capital dans la région, c'est la spoliation des biens arméniens et en particulier des propriétés agricoles. Les paysans arméniens se sont vus privés de leur outil de travail et de leur enracinement. C'est ça la catastrophe. Et si des partis politiques émergent, qui sont plus au début dans l'autodéfense qu'autre chose. On se fait influencer jusqu'à nos jours par une historiographie officielle turque qui nous annonce que les Arméniens étaient dans une logique d'indépendance pour justifier en quelque sorte les violences. Mais ce terme n'est jamais employé à cette époque. Le problème, c'est un problème foncier. Le problème, c'est que c'est un terroir qui est en train de disparaître. Je disais 200 à 300 000 personnes massacrées, environ 200 000 assimilés, islamisés de force, rien que 200 villages dans le vilayet de Diyarbakir. Et on connaît les noms. Et ils sont encore là, ces gens-là. Et j'ajoute un courant migratoire massif. On crève de faim sur place, on part. Il y a déjà 120 000 Arméniens aux États-Unis à la veille de la Première Guerre. Il y en a 30 000 en Bulgarie. Il y en a 25 000 en Égypte. En fait, les partis politiques prennent conscience très vite que sans réaction et un règlement de la situation, ce terroir arménien, il est condamné à mort. Alors, Yves Ternon, par rapport à la définition, parce qu'on parle aujourd'hui du génocide des années 1915 et plus, et parce que les Arméniens se disent peut-être, on ne va pas évoquer au monde entier les massacres d'Adana, les massacres hamidiens, ça fait trop. Est-ce que ces massacres remplissent ou tombent dans la définition de 48 concernant le génocide? Non, à mon avis, non. Parce que si on veut vraiment comprendre ce qui s'est passé en 1915-1916, il faut se situer, et la perspective comparatiste que nous avons adoptée justement dans les analyses récentes des phénomènes de génocide du XXe siècle nous le démontre, il faut se situer dans une autre logique. Et cette logique nous est fournie par l'arrivée des jeunes Turcs, progressivement d'ailleurs, au pouvoir. Parce que là, on a une rupture. J'avais parlé de rupture tout à l'heure. Il y a une rupture entre le processus classique de persécution hamidien et la révolution de 1908. La révolution de 1908 qui amène donc au pouvoir, progressivement, mais qui amène donc déjà dans la transformation de l'Empire ottoman avec l'adoption de la Constitution, des gens qui sont porteurs d'une idéologie. Et cette idéologie, il faut bien le comprendre, est potentiellement meurtrière, potentiellement destructrice. Pour une double raison. C'est que d'une part, elle s'inspire très nettement d'une philosophie, disons, positiviste, qui est le fondement de la pensée initiale du Comité Union et Progrès, en tout cas dans sa partie française. Et là, donc, on a une idéologie athée, et par le fait qu'elle va se
elle va s'asseoir sur la présence du monde musulman et surtout le renforcement de par les musulmans venus de différents territoires de Russie de cette idéologie qui est donc double dans son expression, c'est-à-dire que elle est turque, mais elle s'inspire du positivisme français et elle est musulmane, car il est évident que pour que la Turquie puisse être ce pays unifié, il faut bien qu'il n'y ait que des Turcs en Turquie et ces Turcs sont des musulmans. Donc c'est là cette notion de base. C'est le terreau sur lequel va se construire progressivement, à travers ce que j'appellerais une culture du ressentiment, cette nécessité pour les jeunes Turcs de se débarrasser des Arméniens. Et c'est là que je voudrais que l'on suive bien chronologiquement les événements de 1908 à 1914. Alors justement, dans ce livre, et l'avantage de ce livre, c'est il y a une partie très pédagogique et des pages qu'on découvre aussi pour certains parmi nous. Ce sont les déclarations, les rencontres, les témoignages par rapport à ce qui a été dit côté arménien, côté patriarcat, côté force politique arménienne et côté jeunes turcs. Et là, on s'aperçoit que il y avait déjà une idéologie, comme vous venez de le dire. On parle, par exemple, je prends quelques exemples, la langue. On dit il faut que la langue officielle soit le turc. Pourquoi parler l'arménien? Alors que les Arméniens, et puis il y a des échanges de lettres entre Arméniens et Turcs, disent bon, donnez-nous un peu d'autonomie dans nos régions pour qu'on puisse utiliser également cette langue-là. Donc, quels sont les facteurs sensibles pour les Turcs pour se dire, finalement, comme Talat l'a dit quelque part, Raymond Kevorkian, ces Arméniens ne seront jamais des Osmanlis. Donc, ils sont dans leur cocon à eux, et puis ça continuera comme ça. On ne formera pas, comme Yves Terland vient de le dire, cet État turc. Bon, vous soulevez la question de l'exclusion. Et c'est quelque chose qui ne touche pas que les Arméniens. L'exclusion, c'est un projet général qui vise en fait tous les groupes non turcs. Elle va viser les Grecs, elle va viser les Syriaques, et même dans une certaine mesure les Kurdes sur la fin de la guerre. Peut-être aussi les Albanais, musulmans. Oui, mais là c'est un petit peu plus tôt. On n'est pas dans le même cas de figure. Pendant la guerre, c'est les trois groupes principaux que j'ai évoqués qui sont visés. Bon, tout part du concept d'État développé par les jeunes Turcs qui rêvent de plaquer sur la réalité ottomane un modèle d'État-nation, c'est-à-dire un modèle importé d'Europe et qui est quasiment inconcevable justement dans un empire qui est constitué de groupes historiques très anciens et qui ont une identité très forte. Donc, cette seule idée de création d'un État-nation turc, là j'insiste sur l'adjectif, déjà porte en elle-même la notion d'exclusion. Après, l'exclusion, elle peut prendre des formes diverses. Au début, par exemple, de 1914, le comité central jeune turc envisage la déportation d'abord des populations grecques, ensuite des populations arméniennes, mais il n'est aucunement question encore d'extermination. Il va y avoir un lent processus de radicalisation et on va passer d'une logique de déportation à une logique d'extermination. Et ça s'est passé sur une année environ. Les Grecs de la mer Égée, pour être précis, 180 000 Grecs de la mer Égée sont spoliés, on leur prend tous leurs biens, et une partie réussit à fuir vers les îles grecques qui appartenaient depuis les guerres balkaniques au royaume de Grèce. Une autre partie est déportée vers Konya. Il y a très peu de massacres. On a massacré 1 ou 2 villages, pour faire l'exemple, pour créer un climat de terreur, et pour que les autres fuient sans même qu'on ait à les pousser. Voilà la logique jeune turque qui est à l'œuvre et qu'on va voir donc tout doucement évoluer. Vous parlez de l'année 1914, mais déjà en 1913, quand le docteur Nazem
dit on va commencer par massacrer les Albanais. Comme ça, les Européens ne nous diront pas vous massacrez les chrétiens. La preuve, on massacre aussi les Albanais. Donc c'est une logique un peu qui nous semble absurde, mais en réalité, il y a quelque chose qui est en gestation. Yves Ternon. Je voudrais revenir sur cette notion de ressentiment et sur l'évolution du comportement des jeunes Turcs à l'égard justement de ces minorités, comme l'envisageait Raymond. Il faut voir que à partir du moment où commence la révolution de juillet 1908, les jeunes Turcs qui voulaient arriver au pouvoir pour prévenir, limiter le déclin de l'Empire ottoman, le voient se précipiter. Et c'est là que la chronologie est importante. Juillet 1908, c'est suivi immédiatement de l'annexion de la Bosnie-Herzégovine par l'Autriche-Hongrie. C'est suivi de l'annexion de la Roumélie par la Bulgarie et très rapidement, donc, on arrive à la phase de 1909, c'est-à-dire ces massacres, la contre-révolution de 1909, les massacres d'Adana qui sont à double détente, si je puis dire. Comme on sait, d'abord, massacre de populations musulmanes locales réactionnaires, puis arrivée de la troupe, donc très grande ambiguïté des massacres d'Adana, mais très vite après, on va se retrouver dans la guerre. La guerre de Tripolitaine, bon, on va pas s'étendre là-dessus, mais c'est déjà quand même la première guerre que mène l'Empire ottoman, qui n'est pas encore entre les mains des jeunes Turcs, mais on voit déjà l'armée ottomane et Enver et là-bas arriver, on voit déjà naître l'organisation spéciale. Ensuite et surtout, les guerres des Balkans. Et ce qui est important de comprendre, c'est que les guerres des Balkans, non seulement elles s'accompagnent de la perte de la quasi-totalité du territoire balkanique restant, avec ce projet d'indépendance de l'Albanie, mais aussi elles s'accompagnent d'une menace directe pour les jeunes Turcs qui vont prendre le pouvoir donc en janvier 1913 à l'occasion de la Deuxième Guerre, et ils vont se trouver en situation obsidionale, c'est-à-dire qu'ils se sentent menacés. Ils se sentent menacés sur le territoire de la Méditerranée par les Grecs, qui eux sont venus largement au pouvoir. Il y a eu d'ailleurs des massacres de civils qui ont été perpétrés à la fois par les Turcs, par les Grecs, par les Serbes, par les Bulgares, surtout Serbes et Bulgares d'ailleurs, entre les deux guerres balkaniques. Donc on est déjà dans une situation complètement explosive. Et ces déportations qui sont décidées sur la mer Égée, chez les Grecs de la mer Égée, c'est motivé par la crainte des Grecs. Qui sont quand même en train de prendre de plus en plus des îles de la mer Égée. Et de l'autre côté, c'est la Russie. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, de juin 1913 à février 1914, les nations européennes décident de donner enfin aux Arméniens, qui sont de plus en plus persécutés, comme le disait Raymond, d'une situation de plus en plus catastrophique, les réformes qu'ils demandaient depuis quasiment un siècle, en tout cas depuis 30 ans. Donc là, dans l'optique des jeunes Turcs, non seulement ils sont en train de perdre toutes les guerres, mais par-dessus le marché, ils sont menacés à l'ouest et à l'est. Et ils sont au pouvoir depuis janvier 1913. Donc on est dans une situation où il est évident que les populations arméniennes d'une part, mais surtout les dirigeants arméniens, savent qu'il n'y a plus qu'une solution, c'est l'extermination. Ils le craignent, ils le disent, c'est ce que nous avons vu. Alors, avant d'arriver à l'extermination, pour revenir sur les sentiments des Turcs vis-à-vis des Arméniens et des autres minorités, en tout cas par rapport aux Arméniens, ils le disent, Grigor Zohrab, l'avocat, proche du pouvoir, il a des relations avec le pouvoir. Il dit on nous estime comme étant une race supérieure, on parle de notre supériorité. D'ailleurs, Talat, lui, il parle de la supériorité des Arméniens et même plusieurs témoignages de Turcs évoquent cette supériorité, que ce soit dans le négoce. Je vais peut-être lire quelques passages. Durant leur intérêt, les Allemands font aujourd'hui appel à notre soutien, mais quelle garantie avons-nous que demain, après avoir gagné la guerre, c'est Talat qui parle, ils ne vont pas nous abandonner à tendre la main aux Arméniens et aux Grecs, car nous ne devons pas nous dissimuler le fait qu'ils constituent les forces vives de ce pays, tant par leur intelligence que par leur ingéniosité ou leur sens du négoce et en tout, alors que nous ne sommes que fonctionnaires ou officiers. Y avait-il un problème de complexe? Oui, je vais en dire deux mots. Ça renvoie en fait au modèle d'empire qui existe depuis les origines, avec un partage des tâches ou une division du travail. On a confié aux non-musulmans des tâches considérées comme secondaires, c'est-à-dire l'artisanat,
le commerce, ou si vous voulez, la production et l'échange. Les maîtres, le groupe dominant musulman, se réservant bien entendu les missions politiques et militaires. Mais avec la révolution industrielle qui a touché bien entendu aussi l'Empire ottoman, ces artisans arméniens ou grecs sont devenus parfois des entrepreneurs prospères. Sur la base de cette prospérité, on a vu se développer un réseau scolaire remarquable avec 3000 établissements scolaires, autant chez les Grecs. Au final, il y a de profonds déséquilibres qui se sont instaurés et qui s'accentuaient de jour en jour au sein de cette société ottomane, avec un groupe dominant qui était encore sur un vieux modèle, qui avait absolument pas modernisé son système éducatif, et de l'autre, des groupes dominés dont les enfants partaient faire des études en Europe pour les plus fortunés, ou qui bénéficiaient d'établissements scolaires qui avaient un excellent modèle français d'ailleurs pour la plupart du temps, où du reste on enseignait le français comme quasiment une langue maternelle. Donc ce déséquilibre, c'est lui qui en quelque sorte concrétise ce qu'évoque Talat dans ses propos. En gros, il dit, je vais vous donner un exemple concret. En 1913, le Parlement ottoman vote une loi qui impose aux maîtres arméniens, aux maîtres artisans, de prendre des apprentis turcs ou musulmans. Ça veut dire que et je continue sur le même registre. En 1915, pourquoi a-t-on gardé quelques Arméniens vivants dans les villes? Eh bien, parce qu'on trouvait même pas un cordonnier pour réparer une paire de chaussures. Si on ne parlons pas des maréchals Ferrand, etc. C'est eux qui ont le plus la vie sauve, puisqu'ils ferraient les chevaux de l'armée. Vous voyez un peu à quoi on touche. Donc, ce déséquilibre a sans doute été un facteur important dans le processus d'élimination des Arméniens. Et si on observe tout cela sur la longue durée, il a fallu attendre les années 1950 pour que la Turquie puisse, un temps soit peu, s'autosuffire en termes de capacité de production. Alors il y a un autre problème, c'est les Arméniens qui conspirent contre l'État. Ils sont pro-russes, ils vont faire la guerre contre nous, les Turcs. Et là, c'est une obsession absolue chez les dirigeants turcs. Oui, enfin, c'est une obsession absolue. On veut faire paraître ça comme une obsession absolue. Je crois qu'il est évident qu'il n'y a pas eu de complot, pour une raison très simple, c'est que, quel que soit le désir personnel de chaque Arménien de voir les Russes, s'ils avancent sur le front, les aider, venir à leur secours, ils se sont comportés en citoyens loyaux. Ce qui s'est passé au congrès d'Erzurum en juillet 14 est très important à cette rencontre. Du parti Taşnak-Tutun. On est en juillet 14, donc on est entre Sarajevo et la déclaration de la guerre. Bon, Shakir arrive avec Mernadji et il leur dit vous allez participer aux opérations de l'organisation spéciale et vous aurez tel ou tel territoire en échange. Bon, ils disent non. Il dit on va être des citoyens loyaux. On leur propose différentes situations ambiguës, ils refusent tout. Et évidemment, c'est facile de dire à partir de là que ce sont des pièges, que les Arméniens sont des traîtres. Mais qu'est-ce que fait aussi l'Empire ottoman à ce moment-là, le gouvernement jeune turc? On est toujours à la même période. Et c'est sous la pression de l'Autriche-Hongrie que les Arméniens, que les jeunes Turcs vont demander à l'Allemagne un accord qui va être signé le 1er et le 2 août. Au début, l'Allemagne, elle n'est pas tellement chaude, et puis ensuite, elle va trouver, quand la guerre commence, que c'est intéressant de mettre l'Empire ottoman dans son camp. Donc on voit que tout se joue en fonction de l'évolution des événements. Et cette notion de complot, elle est totalement imaginaire, mais à partir du moment où la guerre est là, où l'ennemi intérieur est défini, c'est-à-dire cet ennemi intérieur qui va détruire de l'intérieur l'État, à ce moment-là, on est dans une logique génocidaire. Et c'est ça la dernière rupture, l'ultime rupture, c'est que
cette théorie du complot, de l'exclusion qui se développait tout le temps, va subir un élan, va avoir un élan nouveau, parce que avec la guerre, on entre dans une logique d'extermination, et ce désir qu'avaient certains, qu'avaient exprimé de nombreux dirigeants jeunes turcs, mais sans pouvoir le réaliser parce qu'ils n'étaient pas vraiment majoritaires dans le cadre de leur parti, ils vont pouvoir le développer et l'exprimer, parce que il y a une menace qui, de légère, relative, est devenue vitale. Il faut tuer tous les Arméniens, sinon la Turquie ne se construira jamais. C'est ça la logique finale, et en même temps aussi l'opportunité pour des gens qui le désiraient depuis longtemps de passer à l'acte. Donc on voit très bien comment cette situation va dégénérer toujours en fonction de l'évolution du conflit, d'août 1914 à novembre, et surtout de novembre à partir de l'entrée en guerre de l'Empire ottoman, qui est vraiment réel à partir du 11 novembre, va amener les jeunes Turcs à entrer dans le conflit. Et si l'on voit l'évolution sur les différents fronts, c'est encore des échecs, dont Sarıkamış est le plus important. Donc on arrive dans une situation optimale pour décider de l'extermination des Arméniens. Justement, par rapport à cet alibi, les Arméniens qui ont trahi et on a été obligé de les déporter, etc., etc. Et pourtant, les Arméniens ont donné la preuve de leur loyauté. Le patriarcat parle dans ses documents de ses premiers massacres, on va dire, ou des injustices qui se réalisent avant même le plan d'extermination ici et là. Il y a des télégrammes qui arrivent au patriarcat à Constantinople. Très alarmistes. Très alarmistes. Et pourtant, les Arméniens ne font pas appel à la justice, ils ne veulent pas se venger. Ils sont, malgré leur souffrance, dans le silence, parce qu'ils se disent ça va provoquer de nouvelles réactions. Et les Arméniens sont des otages dans ce cadre. Il faut même le cas de Zeytoun, où les Arméniens sont loyaux par rapport à le cas de Zeytoun des déserteurs qui veulent partir. C'est le catholicos de Cilicie, Saak Rabayan, qui demande personnellement aux responsables de Zeytoun de baisser les armes et de se laisser déporter. Tout simplement parce que il a subi une claire menace de Djemal Pacha, qui lui dit que si les Zeytounsis se révoltent, ils massacrent la population arménienne de la plaine de Cilicie. Les Zeytounsis ont été admirables, si on peut dire, alors qu'ils ont une tradition, on va dire, guerrière très ancienne. Vous voyez, et ça illustre cette notion d'otage. Les Arméniens sont des otages. Il y a quelques régions où la population arménienne était un petit peu plus dense, par exemple les plaines de Mouche, les régions de Van, etc., où là, les autorités ont une attitude plus ambiguë. Même la conscription des 20-40 ans se fait sur des œufs. Mais quand même, il y a près de 100 000 conscrits arméniens qui sont mobilisés entre le mois d'août 1914 et le début de 1915. Et ces gens-là, ce sont les premiers qu'on va éliminer dès la fin janvier et le mois de février 1915. Maintenant, concernant cet élément constitutif des pratiques négationnistes de l'État turc depuis l'origine quasiment. Il suffit qu'on revienne à la loi de déportation du 30 mai et publiée le 1er juin 1915. Elle est publiée alors que les déportations ont commencé depuis plusieurs semaines, notamment sur les zones frontières. Quand vous lisez en détail cette loi, elle vous indique que les autorités militaires sont habilitées à déplacer des populations civiles pour des raisons de sécurité. Vous voyez là, donc autorité militaire. Donc on est déjà dans la justification et on l'a fait après coup. Hein, cette loi qui est destinée aux zones frontières, en fait, et c'est exactement la même chose pour les biens spoliés.
la loi pour les biens spoliés est du 26 septembre 1915. Mais le 26 septembre 1915, les déportations sont déjà achevées. Dernièrement, je me suis amusé, si on peut dire, à recenser les convois de déportés. Et j'en ai recensé 306 entre le mois de mai et le mois de septembre 1915. Mais ils sont presque tous concentrés sur juin, juillet, août. Il y a plus d'1 million de personnes, 1,40 million personnes qui sont déportées en 3 mois. C'est-à-dire qu'en 3 mois, on a quasiment vidé. On a vidé les vilayets arméniens de leur population arménienne. Ou du moins, de ceux qui étaient encore en vie. Puisque 1,40 million, mais évidemment ce chiffre exclut tous les hommes, les conscrits, les hommes adultes qui ont été massacrés sur place, les personnes enlevées. Bon, voilà la réalité concrète du génocide. Alors dans ce livre, évidemment, je dois le dire, parce qu'on va inviter nos auditeurs à l'acheter, à le prendre, à le lire, à le partager. Il y a une description, je ne dirais pas village par village, mais en tout cas presque province par province. Province par province. Des déportations, des massacres, de toutes sortes d'exactions. On va rentrer tout à l'heure dans les détails. Et une cartographie détaillée, je précise. Et aussi des photographies avec les dates de départ de chaque convoi, de chaque ville. Donc, en même temps, on le disait tout à l'heure, c'est un livre pédagogique et qui donne, même si on n'en a plus besoin, la preuve de ce qui s'est passé. Donc, Yves Ternon, vous vouliez intervenir? Non, je voulais dire que le déni est déjà bien avant le génocide, comme je l'avais dit dans la pratique de documentaire, si je puis dire, turque, mais là, on est dans un exemple typique de déni. Parce que c'est l'habitude des Turcs des jeunes Turcs d'avoir une documentation qui va servir de base d'archives et qui peut être parfaitement logique, je dirais presque morale. Et en arrière, en second plan, de pratiquer des actions criminelles. Et l'on voit d'ailleurs, à propos de cette loi de déportation, le paradoxe, parce que si l'on prend vilayette par vilayette, il y a entre avril et juin 1915, 2 vilayettes qui sont un théâtre de guerre, c'est-à-dire le vilayet de Van et le vilayet de Bitlis. À Van, on a commencé à massacrer les Arméniens dès le début de l'année 1915, et on a replié, donc les quelques survivants sont repliés sur Van, où ils sont regroupés, l'histoire de la révolte de Van, qui n'est rien d'autre qu'un mouvement de survie, soyons clairs. Mais c'est pas ce qu'en pensent les Turcs à l'époque. Bien sûr, on va en parler. C'est ce que je veux dire. Ils vont exploiter cette révolte pour la lier à la décision de Constantinople, donc du 24 avril, par exemple. À tel point que ce sera Cevdet qui va venir pour prendre en charge cette contre-attaque, parce que ces Arméniens qui veulent se révolter, qui veulent massacrer les musulmans et les Turcs, donc voilà, la provocation est là. On renverse ce discours, mais là, il n'y a pas de déportation. Dans le vilayet de Van, il n'y a pas de déportation, puisqu'on a tué tout le monde, ou bien les gens se sont groupés pour essayer de survivre. Bon, la chance veut qu'un certain nombre vont survivre grâce à l'avance russe. À Bitlis, le vilayet de Bitlis, l'armée russe va avancer au mois de mai. Et puis, elle va être bloquée parce que, justement, Cevdet, Halil, qui est revenu, vont freiner l'avancée. Et qu'est-ce qui se passe dans le vilayet de Bitlis? Eh bien, on massacre pratiquement tous les Arméniens, que ce soit au nord, au Sassoun, ou que ce soit au sud, à Serte. À Serte, en plus, on massacre tous les Chaldéens. Donc, en fin de compte, tous les chrétiens sont massacrés dans des zones de guerre où on avait prévu, justement, si on observe la loi officielle de déportation, de les déporter, soit pour éviter une collaboration avec l'ennemi, soit pour les protéger, telle est la version officielle. Et donc la déportation va concerner des vilayettes qui sont de plus en plus éloignées du front. Donc ne justifiez absolument pas cette situation. D'autre part, et ce qui nous permet, nous, de dire génocide et de ne pas revenir là-dessus parce que c'est impossible de revenir, on assiste dans des centaines d'endroits exactement au même processus de destruction, où l'extermination, je parle des vilayettes orientaux, l'extermination précède la déportation, et où la déportation est d'abord l'extermination des hommes et ensuite la déportation des gens. Donc toujours cette obsession des autres groupes de femmes, enfants, vieillards, toujours cette obsession d'éliminer une révolte.
Les Arméniens sont des révoltés, donc ça justifie tout. On va tuer d'abord les soldats parce qu'on va les désarmer, les Amélie Tabouris, on va les éliminer progressivement à la demande. On sépare les hommes des femmes et des enfants. Et les hommes, on les tue presque immédiatement. Les charniers sont à proximité des villes. Donc on a, bien entendu, avant on a fait torturer les notables pour leur arracher des aveux. Donc on a une logique de destruction qui est exactement à l'encontre des publications officielles sur une loi de déportation et bien entendu le vol des biens et la loi des biens abandonnés. Alors, Raymond Kevorkian. Oui, je vais enfoncer le clou sur les pratiques de gestion administrative et d'archives de ce régime jeune turc. On a eu dernièrement une démonstration absolument étonnante d'un historien hollandais sur les pratiques du pouvoir, où l'art de donner un ordre tout à fait aseptisé, magnifique. Voilà, Eric Zürcher. Et dans le même temps, à quelques heures d'intervalle, un autre ordre qui dit exactement l'inverse. Et la chance veut que, en dehors des documents d'archives officiels parfaitement aseptisés, on a affaire à des petits anges, à un régime vraiment de grands démocrates. On possède par chance encore des documents qui prouvent la duplicité du système. Mais le déni est déjà planifié, installé, avant même que l'acte ait été commis. C'est extraordinaire. C'est aux travaux de Zürcher, d'ailleurs, je reprends que je faisais allusion, pour qu'on voit d'ailleurs comment l'Empire ottoman est entré en guerre. On envoie, je crois, 16 ou 17 navires dans la mer Noire, avec des ordres qui sont donnés théoriquement aux navires turcs de ne pas intervenir et d'attendre, et on donne à l'amiral Souchon avec ses 2 navires qui ont été transformés en turcs l'ordre d'attaquer. Donc c'est les Allemands de l'amiral Souchon qui vont attaquer, mais au niveau du gouvernement, et même le gouvernement n'est pas toujours au courant, on explique que ce sont les Russes qui ont attaqué. C'est bien ce que dit Zürcher à peu près. Il va même mieux. Il explique que en fait l'amiral Souchon, donc l'Allemand qui est sur les 2 grands navires, les destroyers, on lui remet un document en indiquant qu'il ne pourra l'ouvrir que quand il recevra l'ordre par télégraphe de l'ouvrir. Exactement. Et oui. Alors, il y a pire. Alors, ce document, en fait, annonce qu'il ne doit pas attaquer, mais on lui a jamais donné l'ordre de l'ouvrir. Donc en fait, le message était, si on vous envoie pas l'ordre d'ouvrir, vous n'ouvrez pas. Alors justement, là, quand on parle oral, la démonstration est terrible. Là, quand on parle de campagne de négation par ce régime, on évoque toujours le moment du début du crime, en disant que c'est à ce moment-là qu'on a pensé à cacher les preuves du crime. Et d'ailleurs, dans le procès en 1919 des jeunes Turcs, il y a un document qui parle de cela. Donc, je le lis rapidement. Au cours de l'enquête, il est apparu qu'une part importante des documents concernant cette organisation, on parle de l'organisation spéciale, et tous les documents du comité central ont été volés, tout simplement. Donc c'est le procès des Turcs par des Turcs qui évoque la disparition de ces documents. Je vais en dire brûlés. Il y a deux niveaux d'information. Même dans la documentation officielle, vous avez vu qu'il y a de la duplicité, mais il y a encore un autre niveau. Il y a le niveau non officiel, c'est-à-dire les archives du comité central jeune turc, qui finalement chapeaute l'ensemble du système, qui passe par-dessus le gouvernement, par-dessus l'armée, qui a ses propres représentants localement. Et le deuxième niveau, c'est l'organisation spéciale, dont la moitié des membres du comité central jeune turc sont dans le bureau politique de l'organisation spéciale. Vous voyez, il y a un partage du travail. C'est Behaddin Shakir qui dirige cette organisation. Alors, ce matériel d'archives, on a cru longtemps qu'il était totalement disparu. On avait quelques témoignages qui indiquaient qu'effectivement, avant de fuir vers l'Allemagne, ils ont veillé à tout brûler dans au siège de Nuri Osmanieh, mais dans les faits,
dans les faits, il est impossible de faire disparaître. Il y a toujours des copies. Vous avez envoyé un télégramme qui est chiffré, on l'a déchiffré. Après, on en a fait des copies pour en donner une au commandant de la gendarmerie, une au Defterdar, une au préfet, une au sous-préfet. Il y en a toujours forcément. Donc, c'est ces documents qui subsistent et qui nous permettent qui prouvent qu'il y avait donc un double système de communication, officiel et puis officieux. L'autre élément qui nous fait progresser maintenant, c'est qu'on sait que les archives de l'organisation spéciale, elles, n'ont pas été détruites, mais sont conservées maintenant sous le coude de l'état-major turc à Ankara. Toujours. Nous le savons parce que il y a quelques années, la fille d'un colonel a fait sa maîtrise et donc en fait elle a été autorisée à consulter ses archives. Alors elle a fait un travail bien sûr conforme à ce qu'attendait son père, mais peu importe. Ce qu'on sait maintenant, c'est que ces matériaux existent. Alors, je finis là-dessus. Au lendemain de l'armistice, l'ensemble de l'administration turque, des cadres de l'armée, sont des membres, des militants jeunes turcs. Il n'y a pas, comme en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, eu une sorte de dénazification. Et ces gens-là, c'est ces gens-là qui organisent les procès finalement de leur supérieur, de leur chef. Et on a des témoignages. La prison de la cour martiale, c'était une passoire. Tous les soirs, on faisait sortir des gens. Mais il y a mieux. Les dossiers d'instruction préparés jusqu'alors, ils ont été systématiquement pillés par des fonctionnaires qui étaient chargés d'extraire les documents. Et ce qui me fait penser que on a encore pas mal de matériel du comité central qui doit subsister au même endroit que l'organisation spéciale. C'est que, au même titre qu'on exfiltrait des jeunes Turcs, des cadres jeunes Turcs vers Ankara, on devait exfiltrer également les documents. Ils n'ont pas dû les détruire. Et ils sont probablement où? Ils sont là où était le cœur du pouvoir à cet état, c'est-à-dire aux mains de l'armée. Tous ces cadres jeunes turcs sont des militaires. C'est des officiers qui ont fait la révolution. C'est pas des intellectuels. Alors, on va parler de la prise de décision. C'est un moment très important, car même si on l'a vu avec Cemal, qui a rencontré des responsables arméniens, déjà en 1913, qui leur disait « Attention, votre position ne nous plaît pas, et si vous continuez comme ça... on vous massacre. » On vous massacre. Il y a des menaces, parfois claires, parfois voilées, mais en tout cas, le message est compris par les Arméniens à partir de 1912. Mais il y a, au mois de mars 1915... La mayonnaise est montée, l'occasion est arrivée, il y a une prise de décision d'une réunion importante, Yves Ternon. Alors là, c'est un grand problème pour les historiens, parce qu'il y a des théories différentes. C'est toujours le même problème, cette décision a été prise dans le secret. Dans le secret, peut-être, je dis peut-être parce que je vais expliquer pourquoi, d'une réunion du comité central du parti Union et Progrès. La seule chose dont on est certain, que l'on connaît, c'est que Bereddin Shakir, chef de l'organisation spéciale, va à la fin février venir à Constantinople et qu'il y reste jusqu'au début avril. Bon. Mais il y a des théories différentes. Cette réunion, bien des historiens considèrent qu'elle a eu lieu. Il y a un document qui est sans doute apocryphe, mais très près de la vérité, qui donne des détails sur cette réunion. Il y aurait donc eu, parmi les 10 membres du comité central réunis là, peut-être 9, si ce n'était peut-être pas tous les 10, une majorité qui s'était dessinée. C'est pas un procès-verbal. Non, on n'est pas sûr, on n'a pas le document. Voilà. C'est toujours la même chose, c'est pris secrètement. Pour la Shoah, on n'a pas de document non plus pour les décisions. Il faut savoir que la preuve, puis s'il faut employer le mot, qu'il s'agit bien d'une extermination programmée à partir d'une prise de décision et d'un passage à l'acte, manque toujours. Parce que l'événement est tellement important, les assassins savent très bien ce qu'ils vont décider de faire, on garde le secret le plus absolu. Donc, je reviens à cette réunion. Il est certain qu'il y avait des gens dans ce comité central qui étaient décidés à passer à l'acte. Talat, Nazim, Bereddin Shakir
et probablement un ou deux autres, dont Attif, enfin Raymond connaît mieux que moi la composition. Donc une majorité se décide. Mais est-ce que cette réunion a eu lieu réellement? C'est là que les travaux de Zurcher posent problème, parce que il analyse, lui, le comportement les circonstances de décision des membres du parti Jeune Turc. Or, il constate que pour les grands moments de décision... Il, c'est qui? Zurcher, Eric Zurcher, pardon. Et pour les grands moments de décision, c'est-à-dire la décision d'assassiner le ministre de la guerre le 13 janvier, faire le coup d'État de janvier 1913, que pour la déportation des Grecs, que pour l'entrée en guerre de l'Empire ottoman, que pour tout un tas de décisions, le comité central n'était pas consulté directement. C'était des membres du comité central qui l'ont décidé, et que le seul qu'on retrouve toujours dans cette processus décisionnel, c'est Talat. Donc, est-ce que cette réunion a eu lieu? Est-ce que c'est alors moi je rebondis là-dessus, est-ce que c'est un problème que cette décision a eu lieu ou non? Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu une rupture. Alors là, l'ultime rupture, le passage d'une déportation qui a commencé, bien entendu, mais qui est quand même pas très claire. L'exemple de Zaitoun qu'on reprend, il commence à les envoyer vers Konya, vers le centre de l'Anatolie, puis on revoit les Zaitouniotes repartir vers Derzor. Donc il s'est passé une situation différente, un ordre. Donc on est déjà dans un processus d'extermination des Arméniens, comme le montrent les innombrables massacres, enfin la trilogie qui est là depuis près d'un siècle, massacre, viol et spoliation. Mais là, on a un système, une organisation qui est très nette à partir justement du moment où se précipite où commence le 24 avril, bien entendu, la décapitation de l'intelligentsia arménienne, et surtout les déportations qui commencent déjà dès début mai. Donc là, cette réunion, moi je pense, mais je ne suis pas assez documenté pour pouvoir l'affirmer, qu'elle a eu lieu. Et qu'on ne connaîtra jamais le détail, à moins que ces documents dont parle Raymond existent et qu'on les découvre un jour, mais qu'elle ait eu lieu ou non, ça ne change rien. Il y a à la fin mars, indéniablement, un passage. Et ce passage se matérialise, en particulier par les événements de mai à juillet 1915, dans les 7 provinces, puisqu'il y en a 7, on a rajouté Trébizonde, orientale d'Anatolie. Alors juste un point très important. Est-ce qu'on parle ici d'une prise de décision, c'est-à-dire on décide de commettre le génocide, ou est-ce que c'est quelque chose qui est déjà dans les esprits? On en parle depuis 1913, 1914, et on parle, pour le mois de mars 1915, de la décision de passer à l'acte, parce que là, il y a une nuance. Plus que ça. Le principe de la déportation, je pense que, comme je l'ai dit au tout début, il est fixé dès le début de 14. Déportation. Mars, c'est une décision de passer à l'extermination. Là, il y a clairement eu une montée de la radicalisation. Ce sont les plus radicaux du comité central jeune turc qui ont pris les affaires en main, en particulier les 2 médecins, Bahadine Shakir et Nazım, qui sont membres du bureau politique de l'organisation. Parce que selon le rapport dont vous parliez, Yves Terdon, il y avait des gens qui étaient contre. Ils voulaient de la déportation. Ils étaient tous pour la déportation. Voilà. Tous, sans exception. Mais pas l'extermination totale. Alors, ça va plus loin. Par exemple, Enver s'est opposé, parce que ça a été soulevé, à la déportation systématique des Arméniens d'Istanbul, de Constantinople. Et finalement, on n'en a déporté que la moitié, plutôt les célibataires ou ceux qui venaient de province. Donc il y a eu des débats internes. Par exemple, Ziya Gökalp était favorable à la déportation et à la liquidation des Arméniens des zones frontières, mais hostile à l'extermination systématique, en particulier des gens de l'Ouest. Donc il y a Halil Menteşe, qui est devenu ministre des Affaires étrangères. Lui était globalement hostile à l'extermination et favorable à la déportation. Alors maintenant parlons de cette réunion. Zurcher a mis le doigt dessus. On dispose en fait d'une source principale et quasi unique. En fait, il y en a 2. C'est le fameux Arif Cemil, qui était un cadre militaire de l'organisation spéciale, qui a publié ses mémoires. Et c'est Arif Cemil qui nous fait clairement comprendre que il nous donne déjà la date de départ de Bahadine Shakir d'Erzurum. Fin février. Non. 13 mars. 13 mars. Ah oui, parce qu'il y a l'histoire du Julien et Grégorien. Et oui, mais il faut faire attention. Il parle le 13 mars. C'est pour ça que
je situe à peu près. Il avait une voiture, une automobile, allemande bien sûr, décapotable. On a tous les détails, on a plein de témoins. Donc il est arrivé en voiture jusqu'à Ankara où il a pris le train pour rentrer. Il a dû mettre 5-6 jours pour rentrer. Bon, faites votre calcul. Et les réunions ont commencé. Et Arif Cemil commente le passage. Il dit que après l'échec des opérations sur le front du Caucase, Bahaddin Shakir a été à Constantinople. Il a fait un rapport et il a convaincu ses pairs de régler le problème des ennemis intérieurs. Je cite. Je crois que c'est noir sur blanc dedans là. On a là le squelette Alors, il y a un certain nombre d'éléments qui confirment. Dernièrement, deux historiens de Turquie ont publié la correspondance entre Talat et le docteur Rechid de Diyarbakir. Et il n'était pas encore à Diyarbakir, c'est ça l'intérêt. Il est encore Vali de Mossoul. Lettre datée du 1er mars. Qu'est-ce qu'écrit Talat au docteur Rechid, qui est un proche ami à lui, c'est un des fondateurs des Jeunes Turcs, le docteur Rechid, il y en a peu qui le savent. Il lui dit, il faut que tu acceptes ta nomination à Diyarbakir, ce n'est pas un caprice de ma part, c'est des intérêts supérieurs qui l'exigent. Voilà la formule utilisée par Talat. C'est-à-dire que début mars, Talat est en train... Pourquoi ? Parce qu'il baisse en grade. Il est en train... Venir à Diyarbakir, c'est... Non, mais bon, pourquoi est-ce qu'il le déplace ? Le fait de déplacer, ça peut être... On en a déplacé d'autres d'ailleurs après. Voilà. Bon, c'est un jeu de chaises musicales. Au contraire, il le fait venir là parce que ça va être un des plus terribles, le docteur Rechid. Ah oui, il détruit tout, lui. Voilà. Donc, ce qui est révélateur, c'est que on voit que un personnage comme Talat est déjà en train de mettre en place tout son système. Avant que la décision soit prise. Et regardez la méfiance finalement. Jevdet et le beau-frère d'Envesh. Mustafa Abdullali Bitlis et le beau-frère de Talat. Vous voyez, c'est quasiment une histoire de famille. On vise à mettre des gens les plus sûrs possibles, dont on sait qu'ils vont accomplir les basses besognes. Mais c'est révélateur. Ils sont conscients que c'est tellement abominable ce qu'ils vont commettre qu'il faut qu'ils aient des gens avec lesquels le lien est tellement fort qu'ils vont mener au bout. Justement, il y en a qui vont plus tard, alors je ne sais pas s'ils sont nombreux, mais en tout cas, il y a le témoignage de Vehib Pacha qui fait une sorte de résumé des événements et on a l'impression qu'il regrette ce qui se passe. Il décrit les faits et il parle de choses abominables, inhumaines, hors civilisation. Comment expliquer cette prise ? C'est en 1918 que Vehib Pacha... C'est un témoignage absolument essentiel. Vehib Pacha est nommé à la tête de la 3e armée ottomane et son discours est très intéressant parce qu'il est double. Il y a une mise en accusation des pratiques criminelles faites par les comités Union et Progrès, et puis il y a en même temps une mise en accusation des Arméniens. Vehib Pacha est favorable à une déportation. C'est donc une argumentation qui est assez développée en Turquie. Fallait quand même pas en faire autant, mais il fallait les déporter parce qu'ils étaient coupables. Il y a donc une unanimité, une quasi-unanimité en tout cas, sur la conscience que l'on avait en Turquie de la responsabilité des Arméniens comme révoltés, et évidemment des discussions sur l'opportunité de les tuer tous. Alors justement, quand parce que ça porterait atteinte à l'honneur turc, c'est un petit peu ce que regrette Vehib dans son discours. Dans son alors il apporte beaucoup d'éléments très intéressants. D'abord, son avis sur ces massacres, il parle de faits entièrement incompatibles avec les idées de civilisation et d'humanité, alors que c'est quelqu'un qui fait partie du système.
C'était un cadre militaire jeune turc, Fehip Pacha. Et il apporte aussi un témoignage sur le partage des richesses, des spoliations, de l'argent partagé. Il accuse des Turcs en disant que vous avez volé l'argent des Arméniens, alors que cet argent devait aller pour à des objectifs, on va dire, plus humanitaires ou autres. Et il y a des voleurs qui ne sont pas... Non, c'était la règle des 3 tiers. Un tiers au parti, un tiers au gouvernement et un tiers aux prédateurs. Oui. Parce que la Turquie est devenue un pays de prédateurs. Cette logique devait être une sorte d'obsession de l'ensemble de la population en Turquie à cette époque. Ils ont vu 2 millions de victimes, il y avait l'opportunité de les piller jusqu'à la moelle et ils l'ont fait. Et il y a quand même aussi cet argument de retournement qui fait que les négationnistes turcs disent toujours qu'il y a eu des procès qui ont condamné les exactions, mais pas du tout. Les procès ont eu lieu uniquement parce que la répartition des 3 tiers n'était pas faite et que quelqu'un, par exemple, comme Rechid, est parti avec des voitures pleines d'or, enfin dit-on. Il y a des dirigeants jeunes turcs qui se sont mis plein les poches, à tous les niveaux d'ailleurs. Mais ils ne respectaient pas, donc ils ont été pour certains traînés dans les tribunaux. C'est des procès. En fait, il y a eu des commissions d'enquête, entre guillemets, menées à la fin décembre 1915 et début 1916. Et une des commissions était dirigée déjà par Hassan Mazar, l'ancien valide d'Ankara qui avait été démis. On dispose en fait des minutes de ces procès qui sont dans les archives de Jérusalem. Et effectivement, on observe que les gens qui sont traduits en justice, je me souviens d'un témoignage qui concerne Trébizonde, des officiers qui ont déporté des Arméniens de Trébizonde. Et au niveau de Gümüşhane, donc la route pour descendre vers Erzurum, donc ils ont pillé l'ensemble d'une caravane. Et au cours de l'interrogatoire, l'officier qui dirige le convoi dit oui, c'est vrai, mais vous savez, on a reçu des ordres pour le faire et le président du tribunal demande mais et les hommes, qu'est-ce que vous en avez fait? Il dit on les a amenés auprès de l'escadron de l'organisation spéciale qui était à une quinzaine de kilomètres au sud-est, 5000 hommes qui ont été massacrés sur place. Mais on lui demande pas des comptes. Incidemment, l'information circule, mais le problème qui est posé, c'est qu'on lui reproche de ne pas avoir rétrocédé le tiers pour le parti et le tiers pour le gouvernement. Alors, vous parlez de ces minutes de procès fin 15, début 16. Et moi, je voudrais juste vous poser une question par rapport à ce procès de la Cour martiale de l'année 1919. Pourquoi on n'a pas les minutes? On a des rapports, des documents journalistiques dans les journaux de l'époque, mais pas les minutes. Alors, comment ils ont disparu? Au total, il y a eu en fait une 60aine de procès. Et nous sommes loin d'avoir examiné l'ensemble du dossier. Le journal officiel turc, ou plus exactement son supplément judiciaire, le Takvim et Vakayı, assez systématiquement a donné les actes d'accusation, les verdicts, et de temps en temps, il a inséré aussi un certain nombre de preuves, de documents qui sont venus étayer la thèse de l'accusation. D'accord? Donc, c'est des extraits, en quelque sorte, dont on dispose. Mais quand on veut rentrer dans les détails et avoir même la restitution des échanges entre le président et d'autres, effectivement, il faut aller dans la presse turque de l'époque, la presse arménienne de l'époque sur place, et c'est ce qu'on fait assez systématiquement. Taner Akçam et Vakın Dadıryan qui ont publié en turc, en tout cas, un gros pavé et une version un peu, on va dire, vraiment même très compactée en anglais, qui va paraître en français d'ailleurs dans quelques semaines. Là. Alors, la question que vous avez posée par rapport au vol et le partage ou non-partage de l'argent volé, parlons des spoliations, parce que là encore, comme pour les déportations, il y a des décisions qui font que les Turcs, ils se disent, les voisins sont partis, on peut prendre. Qui a pris
qu'est-ce qu'on a pris aux Arméniens et qu'est-ce qui est remonté, qu'est-ce qui est devenu ou a été nationalisé, propriété de l'État, et qu'est-ce qui a été partagé aux populations. Parce que on a parlé des Mouadjirines en début d'émission, les populations, il fallait leur donner satisfaction parce qu'on tue ou on fait tuer leurs voisins, mais au final, il faut que ça serve à quelque chose. Mais on a tout pris aux Arméniens. Quand on parle du génocide, évidemment, on est centré sur l'horreur des massacres, de l'assassinat des personnes, mais les biens ont disparu totalement. Il ne leur restait plus rien. C'est quoi les biens ? Les biens, mais c'est tout ce qui fait c'est tout ce que possède une personne, c'est-à-dire sa maison, ses terres. Alors là, pour les maisons, on a réinstallé très rapidement des Moadjirs, ou bien les dirigeants turcs se sont servis. Ensuite, les biens. Moi, j'ai vu pour Mardin, par exemple, le système d'escroquerie. On dit aux femmes qu'elles vont rejoindre leurs maris, qui sont en fait déjà assassinés, et on leur dit, vous savez, les routes sont pas sûres, vous nous donnez vos bijoux et votre or, et on le rendra quand vous rejoignez votre mari. C'est la loi de la protection des biens abandonnés. Tout ça, c'est d'une malhonnêteté totale. On leur a tout pris, et les derniers biens qui leur restaient, c'est-à-dire leurs vêtements, que ce soit les Kurdes ou des populations locales, on retrouve des cadavres nus dans les régions isolées du vilayet de Karpout, mais on retrouve les vêtements sur des populations turques de la ville de Karpout. Donc on leur a tout pris. Ils sont restés sans sépulture pour la plupart, des corps nus, et il ne restait rien. Et les quelques pièces d'or que certains ont pu conserver, ou quelques médjidiers qui leur permettaient de survivre dans les camps, c'était quand même assez rare qu'il en reste. Mais il ne restait plus rien de rien. C'est cette notion-là qui est fondamentale, c'est la spoliation de tous les biens arméniens. Les premiers bénéficiaires ont été les chefs jeunes turcs locaux, les membres des clubs présidents, les conseils d'administration, donc qui ont surtout hérité des entreprises et des magasins. Je me souviens très bien d'un télégramme de Talat qui se plaint amèrement auprès de cadres locaux en disant « On vous a confié les entreprises ou les magasins des Arméniens pour que vous les repreniez, que vous les fassiez fructifier. Vous avez spéculé sur la marchandise qui y était, vous l'avez vendue et vous avez mis la clé sous la porte. » Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, on a un témoignage extraordinaire d'un agent consulaire austro-hongrois à Bursa, où il y avait des magnaneries arméniennes, où il faisait de la soie. Et il explique le système de transfert des titres de propriété des entrepreneurs arméniens vers des entrepreneurs turcs. Donc, ces messieurs, avant d'être déportés, les chefs d'entreprise, sont convoqués au Konak, au palais du gouverneur. On les installe dans une pièce. Il y a un gros sac d'or au milieu de... Et puis, donc, le chef d'entreprise arménien fait la connaissance donc du jeune turc local qui va devenir propriétaire. Donc il signe les documents qui sont prêts, on lui remet le sac d'or, et puis il sort par une autre porte où il y a un monsieur qui l'attend, qui lui reprend le sac d'or et qui le ramène dans la pièce pour qu'un autre entrepreneur rentre, et ainsi de suite. L'ensemble des entreprises arméniennes de Bursa ont été transférées à des entrepreneurs arméniens avec un talent, une science de l'administration digne de la Turquie et qui perdure jusqu'aujourd'hui du reste. Je voulais revenir aussi sur cette spoliation. Il y a pire. On leur a pris leurs femmes et leurs enfants souvent. Le viol, l'enlèvement, les marchés d'esclaves, ça fait partie du contexte du génocide. C'est ce qu'on a vu aussi cet été, enfin l'été dernier aussi, en Irak, les histoires des esclaves. Les jeunes femmes yézidis, les jeunes filles yézidis ont servi d'animaux, de bêtes sexuelles pour les djihadistes. Mais ça, il faut quand même en parler des yézidis, parce que on est un siècle après, et les yézidis du Sinjar, ce sont eux qui ont, avec les Assyriens aussi, aujourd'hui on subit à peu près les mêmes choses. Et aujourd'hui il se produit la même chose, on a les mêmes images, les unes en noir et blanc, les autres en couleur, de convois qui partent, et cette sélection qui est
est opérée à l'intérieur des convois. Donc je crois que on ne peut pas parler des spoliations sans parler justement de cet élément fondamental qui est le vol dans les familles arméniennes des femmes, des enfants qui vont être islamisés de force. Donc ça, on sait maintenant l'histoire des restes de l'épée, etc. Mais c'est une donnée fondamentale et c'est à la limite entre le vol et l'assassinat. On va en parler parce qu'il y a beaucoup de témoignages dans ce livre, énormément de choses. Nous, on va très vite aujourd'hui parce qu'en 1h15, il faut qu'on raconte l'histoire de ce livre. Mais en réalité, il y a des pages entières des témoignages sur les demoiselles, c'est-à-dire que des jeunes filles qui avaient une vie agréable à Istanbul ou ailleurs, mais qui se retrouvaient orphelines d'abord, à l'âge de 16-18 ans, à travailler chez un Kurde parce que, elle a été accueillie, entre guillemets, par une famille kurde et qui a le devoir de faire les tâches les plus rudes dans cette maison. Voilà comment, ça c'est un exemple peut-être le plus sympathique pour les Arméniens, c'est-à-dire ne pas être tué, ne pas être massacré, mais tout simplement être l'esclave d'une famille kurde ou turque. Ça c'est au meilleur des cas. Ou bédouine. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les corps des Arméniens? Il y a des morts partout. On ne peut pas laisser traîner les morts comme ça. Il y a des maladies. Qu'est-ce qu'on en a fait? Il y a quand même quelque chose de terrifiant, c'est que la religion musulmane demande que l'on enterre les corps. On n'a pas enterré les corps des Arméniens. Un grand nombre de corps sont restés sur place. Quelquefois, on en a enterré. Il y a eu des charniers. Il y a des récits qui montrent qu'il y a des enterrements mal faits, des tas de pierres où réapparaît un bras. Enfin, c'est l'horreur absolue. Puis il y a cette descente des corps le long des fleuves, des rivières, qui redescendent vers l'Euphrate. Tout ça est attesté d'ailleurs parce que plus on est au sud, plus les valises se plaignent ou les fonctionnaires se plaignent de la descente des corps. C'est une horreur absolue, c'est une infection. La notion de mauvaises odeurs liées à la décomposition des corps fait partie du récit des témoins du génocide. Donc on vit dans l'abomination absolue. Et retour des choses dans l'épidémie, parce que ces corps qui sont maltraités, ils vont créer des épidémies de typhus. L'épidémie de typhus, elle va sévir dans les armées turques largement. Donc si je puis dire, sur le plan de l'organisation du crime, c'est une opération mal conduite sur le plan sanitaire. Alors, on a des matériaux, même officiels, nombre de télégrammes de Talat qui menacent de fusiller les fonctionnaires locaux qui ont mal fait leur travail. En fait, ce qu'il révèle, c'est qu'il se plaint que les traces soient aussi visibles. Il n'y a pas que les questions d'hygiène. Mais au final, on découvre que les intempéries, l'hiver, etc., fait que les corps se retrouvent découverts. Il y a des détails qu'il vaut mieux pas donner sur les chiens, etc. Là, on peut faire référence à des témoignages comme ceux de Alain Mandonian, par exemple, qui parlent des détails, des atrocités, non pas que seulement des massacres, mais le vécu des Arméniens, comment les gens n'avaient plus rien à manger, et puis là, on va pas décrire ce qu'ils étaient prêts à manger pour survivre. Andonian, le témoignage majeur, c'est sur les camps de concentration. Oui. Ça a été quelque chose d'inimaginable. Mais je voudrais insister sur un point justement sur ces camps, car il y a un jeune chercheur des États-Unis qui fait un travail remarquable là, qui va, je pense, être publié rapidement. S'appelle Khachik Mouradian. Il a beaucoup travaillé sur les réseaux d'aide aux camps de concentration. Alors ce réseau, moi je l'avais à peine aperçu dans mes travaux précédents. C'est le patriarcat arménien d'abord à Constantinople. Une organisation caritative américaine missionnaire, un certain Dr Pitt, et qui coopèrent ensemble, qui utilisent les réseaux de cadres arméniens du chemin de fer pour amener du numéraire à Alep par train. À Alep, il y a 2 personnes qui s'occupent de recevoir l'argent et de le redispatcher
le consul américain, Jesse Jackson, et quand Jackson est embêté, et ça c'est quand même intéressant, c'est le consul allemand Walter Rossler qui prend la relève. Évidemment en secret, puisque il fait ça contre la volonté de... Et ensuite ce sont des bataillons de jeunes femmes arméniennes déguisées en arabes qui vont de camp en camp pour distribuer l'argent pour qu'ils puissent acheter un peu de pain. Et c'est ce qui explique que pendant des mois, il y a eu beaucoup plus de rescapés que l'envisageait le centre. Et ce travail a quelque chose quand même d'admirable. Et je trouve que ces perspectives de recherche sont aussi très importantes parce qu'elles montrent un réseau de solidarité dans des difficultés extrêmes, quand même des grandes ressources. Elles montrent de grandes ressources. Alors c'est aussi les cadres arméniens du Bagdad Ban qui eux aussi ont eu un peu l'intelligence de passer des informations parce que ces cadres arméniens avaient la possibilité de rester 1, 2, 3 ans, ils restaient dans leurs fonctions, donc ils s'organisaient pour passer des informations et aider certains. On a publié dans l'ouvrage justement le décret de Enver Pacha. Au début, il était question de les déporter comme tout le monde, et ils se sont aperçus. Le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur sont aperçus que si ils déportaient les cadres arméniens du Bagdad Ban, eh ben le Bagdad Ban s'arrêtait de fonctionner. Donc, dans un premier temps, on a prévu de les maintenir selon le niveau, ou 6 mois de plus ou 1 an de plus, et au final, la plupart sont restés jusqu'à la fin de la guerre. Alors, on parlait tout à l'heure de ces différents vilayets et nous, nos auditeurs, nous-mêmes, nous allons découvrir chacun selon la ville d'origine d'où l'on vient. Par exemple, si vous êtes d'Adana, vous ouvrez et vous allez voir ce qui s'est passé à ces moments-là à Adana, comment les convois sont passés par cette ville qui n'est pas très loin de la mer et comment plein d'informations. Moi, j'évoque juste à titre d'exemple. La date de départ des convois, voilà. Les lieux où il y a eu des massacres. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a des chiffres. Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est un livre à lire, à partager, même pour ceux qui ont déjà lu des livres sur le génocide arménien. Il y a beaucoup de documents et surtout, et c'est la raison pour laquelle nous avons insisté sur la première partie, c'est-à-dire les raisons, les complexes, les mécanismes de mise en place de ce projet d'extermination. Donc, Mémorial du génocide des Arméniens, Raymond Kevorkian et Yves Ternon, avec préfacé par justement Gérard Chalian. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et je sais que pendant les mois à venir, les semaines à venir, vous avez beaucoup de choses à faire puisqu'il y a aussi, dans le cadre de Mission 2015, ce fameux colloque qui se prépare pour le mois de mars. Nous aurons l'occasion d'en reparler, surtout autour également cette publication qui va accompagner ce colloque. Merci Yves Ternon, merci Raymond Kevorkian. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.